Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Monsieur Georges Pompidou se rendra au mois de janvier prochain en territoire français des Afars et des Issa. L'information vient de nous être communiquée. Je vous rappelle qu'en 1966, le président de la République française, le général de Gaulle, s'était rendu dans cette région de la mer Rouge, connue sous le nom de Corne de l'Afrique. C'était une époque où le territoire des Afars et des Issa, anciennement la côte française des Somalies, connaissait une grande agitation. Mais depuis, par référendum, la population s'est prononcée en faveur du maintien de la présence française, mais avec un statut d'autonomie élargi. À l'issue de ce voyage, dans la deuxième quinzaine de janvier, M. Pompidou se rendra également à Addis Abeba, répondant ainsi à l'invitation de l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié. C'était un homme tranquille, et pourtant, il s'apprêtait à commettre son second rapt. C'était un homme tranquille, dit-on, dans le petit village de Seine-et-Marne où il vivait, et grâce à cela, peut-être, il a fallu 1 an et demi à la police pour arrêter Jacques Damy, qui en mars 1971 s'était emparé d'Elisabeth Chennevier, la fille du PDG de la compagnie BP. Il l'avait rendue à ses parents contre une rançon de 500 000 francs. Mais l'argent a une odeur et les policiers ont suivi sa trace. L'enquête était menée par le commissaire Poisblanc qu'Alain Lemaître a rencontré il y a quelques instants au quai des Orfèvres. Il avait tenu hier soir une conférence de presse déjà. Écoutons le commissaire Poisblanc. C'est au quai des Orfèvres que les affaires criminelles trouvent un jour leur vérité. Et parfois très longtemps après. Et l'on peut dire, Monsieur Poisblanc, qu'il était temps que les ravisseurs d'Elisabeth Chennevier soient arrêtés. Eh bien, je dirais simplement que la solution heureuse de cette affaire nous conduit à 3 constatations. La première, et elle n'est pas nouvelle, c'est que ce travail de fourmi des enquêteurs d'affaires criminelles est toujours rentable. Il consiste à aller dans toutes les directions, que ce soit par la prospection systématique des milieux de malfaiteurs ou plus simplement par le passage au crible de toutes les informations qui peuvent nous parvenir, qu'elles soient anonymes ou non, et dont les motivations sont les plus diverses quand ce ne sont pas les plus fantaisistes. La deuxième constatation, c'est que, là encore, la confiance que les proches de la victime ont bien voulu nous accorder a été bénéfique. D'ailleurs, elle l'est toujours par les observations qu'elles nous permettent de faire au moment même du déroulement de la remise à la rançon, notamment, puisque, tout le monde le sait, des impératifs nous empêchent d'agir sur ce moment-là. La troisième constatation, c'est que, une fois encore, il s'avère très difficile de dresser une typologie du ravisseur, puisque dans cette affaire, nous constatons que l'un est un représentant de commerce à la physionomie avenante et qui n'attire guère l'attention, dans un premier temps, que par des dépenses tout à fait disproportionnées avec les revenus qu'on lui connaît. Quant à l'autre, son épouse, c'est un chef de rayon d'un grand magasin qui, autant qu'on puisse le savoir, a continué à travailler au moins momentanément pendant que la jeune fille était séquestrée sous la garde de son mari. Revenons maintenant 1 an et demi en arrière, le 12 mars 1971. Elisabeth Chennevier est libérée quelque part dans Paris. Elle nous raconte son rapt et aussi la façon dont on l'a traitée. Je sortais de ma voiture au parking, en sous-sol, et je suis interpellée par un homme qui me couvre tout de suite d'une couverture, de son bras, d'une couverture, et qui m'ordonne le silence. Vous l'avez vu à ce moment-là? Je l'ai à peine entrevu. Il était grand? Vous pouvez en donner un signalement? J'étais tellement surprise, vous savez, que j'ai même pas eu le temps de repérer. Est-ce que vous avez été bien traité? Très bien, tout ce que je voulais, très grande gentillesse pour tout ce que je demandais. Est-ce que vous étiez au courant des tractations entre monsieur votre père et les ravisseurs? Je m'en doutais, mais ils m'en ont jamais parlé. Est-ce que vous connaissiez le montant de la rançon? Non. Est-ce que vous saviez qu'une rançon avait été demandée? Bon, je m'en doutais quand même, parce que...
Les sœurs sont en prison. Jacques Damy, 43 ans, et sa femme Nelly, qui l'a dénoncé. Je vous le disais, Jacques Damy n'attirait pas l'attention dans son village. Jean-Pierre Quittard était sur place ce matin. Il a pu rencontrer des voisins qui connaissaient cet homme tranquille. Je ne peux pas dire, il était très réservé, vous savez, très réservé. Bon, vous ne pouviez pas vous douter que ce monsieur-là avait enlevé il y a 2 ans une jeune fille avait Pas retenu du tout, pas du enfant tout. avec. Vous savez, moi qui suis pourtant tout ça à la lettre, hein, mais pas du tout, pas du tout. Seulement, j'ai dit tout simplement, j'ai dit, tiens, ça doit être encore quelqu'un de la police, et puis c'est tout. Vous savez, comme on avait tellement l'habitude avec monsieur et madame Louchet, parce qu'ils nous parlaient vraiment quand c'était très, très nécessaire, hein, sans ça autrement. Ça vous a surpris ce matin quand vous avez appris que ce monsieur était un gangster? Ah oui, alors. Ah oui. Vous voyez, j'étais toute seule, mes enfants étaient partis à l'école. Hein. Tout à coup, j'entends celui qui a kidnappé la jeune fille de l'industriel qui vient d'être arrêté à Villeneuve-Saint-Denis en Seine-et-Marne. Oh, ben, je me dis, ben, c'est alors là le petit pays qui devient célèbre pour moi toute seule. Monsieur Marcel Leclerc, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, va devoir expliquer comment il a géré le club pendant 7 ans. Le 20 juillet dernier, Monsieur Leclerc avait démissionné de son poste. Aujourd'hui, le comité directeur de l'Olympique dépose une plainte à propos de la gestion de l'ancien président. En résumé, il y a 2 thèses. La première, à l'actif de Monsieur Leclerc. Lorsqu'il est arrivé en 1965 à la présidence de l'Olympique Marseille, il y avait un déficit de 145 millions d'anciens francs dans les caisses. Depuis, le club est devenu champion de France en 1971, et lorsque M. Leclerc est parti, il y avait 280 millions anciens dans les caisses. Deuxième thèse, au passif de M. Leclerc, il aurait confondu les comptabilités de son journal et du club, et il n'a pas pu donner ensuite d'explication sur sa gestion. Ce matin, à Marseille, M. Leclerc devait se trouver face à face avec celui qui lui a succédé, le président Gallian. Et je pense que nous allons maintenant pouvoir entendre le dernier témoignage de M. Leclerc ce matin au micro de nos camarades de Marseille. Messieurs, si vous voulez bien, puisque vous avez fait l'honneur de venir ici au Super Club de l'Olympique de Marseille, où nous avons fêté tant et tant de glorieuses victoires, je vais aujourd'hui, dans une tâche moins amusante, vous lire le communiqué qui a été mis au point ce matin avec mes défenseurs et mes conseils. Je viens de prendre connaissance, avec une stupeur indignée, du communiqué du comité directeur de l'Olympique de Marseille informant qu'une plainte est portée contre moi. Je constate que ce sont ceux qui ont failli mener l'OM à sa disparition qui aujourd'hui prétendent s'ériger en pseudo-justiciers et engagent une action contre celui qui a assuré son spectaculaire redressement et qui a su le mener au niveau européen. Si je suis navré d'une telle initiative dont les conséquences risquent d'atteindre d'autres que moi, je me félicite pour moi de voir la justice saisie, sachant que je trouverai auprès d'elle l'objectivité et la loyauté qui ont jusqu'à présent fait un immense défaut dans mes rapports avec ceux qui m'accusent injustement aujourd'hui. En attendant la décision de l'autorité judiciaire, qui seule m'importe, je charge mes avocats, Maître Émile Polac, Maître Jean Rossel et Maître Paul Lombard, séparants d'âge, je vous le signale, sous réserve d'action ultérieure, de déposer sans délai une plainte en dénonciation calomnieuse contre les auteurs du communiqué. Nous reviendrons sur cette affaire dans notre journal de 19h45 et je pense que nous aurons d'autre part l'opinion du président Gallian, le nouveau président qui a succédé à M. Leclerc. On apprend par ailleurs que le groupement des clubs professionnels se porterait partie civile dans cette affaire. Les témoignages de sympathie à l'égard d'Henri de Monterland sont très nombreux, toujours au lendemain de sa mort. Une mort qu'il a décidé lui-même, vous le savez, à l'âge de 76 ans, alors qu'il se sentait devenir aveugle. Il était déjà mort lorsque sa dernière lettre est parvenue à Michel de Saint-Pierre, son cousin, issu de Germain, comme le disait Monterland lui-même. Hier, vous avez pu entendre de nombreux témoignages de ceux qui l'ont bien connu. Il portait surtout sur l'homme et son œuvre. Eh bien, pour Maurice Genevoix, les lettres françaises viennent de perdre un très grand créateur.
Pour M. Jacques Duhamel, il fut un magnifique serviteur des lettres françaises. Monsieur André Blanc, vous êtes maître assistant à la Sorbonne. Quelle est, à votre avis, la place de Monterland dans la littérature française maintenant et puis après? Monterland, je crois, ne fut le serviteur de personne. Et les honneurs qu'il a reçus et auxquels il s'est attaché, qu'il a défendus lorsqu'il les a obtenus, il ne les a jamais sollicités avec ardeur, il n'a jamais eu de complaisance, jamais fait la cour à personne. Quant à sa place dans les lettres françaises, elle est certainement considérable, même s'il y a en ce moment un certain malentendu avec une partie du public. Pour les jeunes, qu'est-ce qu'ils représentent, à votre avis? Eh bien, je parlais justement de ce malentendu, qui tient en partie à certaines attitudes de Monterland lui-même. L'homme était charmant, c'est vrai, mais certaines de ses positions, certaines de ses réflexions, dites ou surtout écrites, sont incontestablement irritantes. Seulement dans quelques années, cet aspect sera oublié, et à ce moment-là, on se trouvera en présence de l'œuvre peut-être détachée de l'homme, mais qui n'en aura que plus de force et plus de valeur. Alors à ce moment-là, quelle est la partie de l'œuvre qui subsistera, à votre avis? Je crois que les essais serviront à la connaissance de l'homme lorsqu'on s'y intéressera, que les romans subsisteront assurément, parce que certains sont des documentaires comme Les jeunes filles ou même La rose de sable, roman qui a d'autant plus de valeur qu'il est écrit sans passion. Mais ce qui restera, je crois, surtout, c'est le théâtre. Parce que le théâtre, c'est un langage. Et on a beau vouloir le rattacher quelquefois à une forme sociale ou à une optique particulière, il est certain que Monterland a subi l'influence de certaines attaches à une insertion sociale nette, mais il la dépasse infiniment. Bien, je vous remercie. Je crois que c'était un témoignage qu'il fallait donner. Il fallait situer Monterland au lendemain de sa mort. Oui? Oui, d'accord. Aux États-Unis, la campagne électorale pour les présidentielles est maintenant bien lancée. Apparemment, cela se présente bien pour le président Nixon, que l'on voit de fort bonne humeur au Texas. Il n'hésite pas d'ailleurs à montrer ses talents de pianiste. Il est vrai qu'un pronostiqueur très connu aux États-Unis, sous le nom de Jimmy le Grec, le donne favori à 8-1. C'est fait, le chancelier Brandt s'est sabordé en quelque sorte, il s'en doutait, le Parlement lui a refusé la confiance, le chancelier ouest-allemand a fait décréter la dissolution du Bundestag. C'est le président von Hassel qui a lu le message du président de la République Heinemann. Les élections auront donc lieu le 19 novembre et entre-temps, le chancelier Brandt doit assurer la transition entre lui-même et, il l'espère, sa nouvelle investiture pour un nouveau Parlement. Nous en venons maintenant au sport. Alain Bilouin, je pense que nous allons commencer tout de suite par voir des images d'une rencontre importante de basketball hier soir. Oui, c'est un match qui s'est déroulé hier soir à Clermont-Ferrand. C'était en quelque sorte la revanche entre la France et la Tchécoslovaquie, un match féminin. Les Françaises avaient été battues d'1 point au match aller, si on peut dire. Eh bien, elles ont encore été battues d'1 point hier et nous allons revoir des extraits de ce match. Basketball hier soir à Clermont-Ferrand. 1500 spectateurs environ pour voir les Françaises, en blanc et à droite, tenter de prendre leur revanche sur les joueuses de l'Est qui l'avaient emporté de justesse 59-58 mercredi à Monceau-les-Mines. Après un premier panier de Jackie Chazalon qui ouvrait la marque, les Tchécoslovaques plus à droite vont rapidement prendre le large, profitant au maximum des maladresses et des hésitations des tricolores menés bientôt 13-5. Mais la hargne de Passemar, les éclairs de Chazalon et la volonté de Leray permettront aux Françaises de revenir très près de leurs adversaires. Quelques accélérations, puis 3 paniers consécutifs de Chazalon, et l'équipe de France mène contre toute attente 26-23 à la mi-temps. 3 minutes après la reprise, Leray écope de sa 5e faute, mais les Tchèques devront se contenter de talonner pendant longtemps les tricolores sans jamais parvenir à reprendre l'avantage. La maladresse française qui continue et une défense adverse intraitable avec ses grands gabarits, Jarosova et la capitaine Malotova, ne permettront pas au score d'évoluer rapidement. On se retrouvera à 40 partout à 3 minutes de la fin, 42-42 alors qu'il ne reste plus que 10 secondes de jeu. L'adresse au lancer franc fera le reste. 1 point d'écart finalement en faveur des Tchèques. Décidément, les matchs se suivent et se ressemblent pour les deux équipes. Elles se retrouveront d'ailleurs le mois prochain en Bulgarie à l'occasion des championnats d'Europe. Comment se présente ce week-end sportif? Eh bien, toujours en basket ce soir, grand début du championnat de France masculin, un championnat de France spectaculaire avec 32 joueurs américains. Le tenant du titre, je vous le rappelle, c'est Villeurbanne, il se rendra à Nilvange. Fin du Tour automobile demain, ce sera l'arrivée à Nice pour les rescapés du Tour automobile et vraisemblablement la victoire d'un Français, Jean-Claude Andruet, sur une Daytona
Ferrari. Et puis demain, suite du championnat de France de rugby, ce sera la deuxième journée. Et puis fin du Tour de l'Avenir, le Tour de l'Avenir qui avait révélé un Français, vous vous en souvenez l'année dernière, Régis Auvion. Cette année, on attend une victoire hollandaise, ou Schour ou Den Hartog. Bien, je voudrais simplement vous dire pour terminer qu'il fera beau aujourd'hui et demain sur toute la France. Simplement, attention au brouillard le matin. Voici maintenant notre magazine Art, Lettres et Spectacles, comme chaque samedi. On va voir le film de Charlot. Les fous du stade. C'est comme une réception, c'est une grande fête, quoi. Ils vont nous montrer le film, parce qu'on est invités. Quand il y a Mireille, on a dansé pour leur film. Les Charlots ont offert la primeur de leur nouveau film à la Provence. Dans la salle, entre autres, 150 habitants du petit village de Graveson, heureux mais inquiets pour leur début d'acteur de cinéma. C'est à Graveson, en effet, que pendant plus d'un mois, les Charlots ont tourné avec leur concours Les Fous du Stade. C'est nous les sportifs. Je suis très content de vous revoir tous parce que j'ai l'impression que je vous connais tous et puis je ne suis pas dépaysé, j'ai pas le trac. Eh bien, ta soupe va être froide. Le soir, ma fille, à 40 ans, me dit, j'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui nous a annoncé qu'on allait tourner un film à Graveson. Alors, vous savez, moi, au fond, j'ai cru que c'était un canular parce que j'ai dit, c'est quelqu'un qui t'a fait une farce. Et puis, en effet, une heure après, j'ai reçu un coup de téléphone de monsieur Brighetti qui m'a dit que les Charlots devaient venir tourner un film dans le village si je leur donnais l'autorisation. Ah, mais dit très volontiers, ça nous fera une réclame pour le pays. Le premier jour, ça a été une explosion de joie dans le pays. De voir les Charlots dans Graveson, c'était formidable, comme on dit. Ah, ça pour un événement, c'est un événement. J'ai fait la fonction d'agent de ville. Ça m'a donné du travail pendant ces 3 semaines. Ah, c'était fatigant même, sur les jambes. Ouais. Oh, bon merde, qu'est-ce qu'il a pris sur le citron? Agile! C'est possible, ton petit, on peut pas le soulever un mot, viens donner la main. J'ai lu une part du scénario, mais ce n'était que des scènes découpées. Oui, mais après, ce qu'ils ont dit, que c'était 3 gars du village qui organisaient la fête. Monsieur Paul Prébois était le maire du village, quoi. Il mariait sa fille, et un des Charlots était amoureux de sa fille, il ne voulait pas le lui donner. Enfin, il y a eu un gag là, terrible. Alors, Antoine est arrivé dans le Tour de France, les Charlots l'ont enlevé la mariée, ils l'ont mis dans le triporteur. C'est les Fous du Stade, proprement dit. C'est un statut, c'est les Jeux Olympiques qu'on a inauguré là-bas à Graveson. C'était Charlot qui essaie de baratiner la fille de l'épicier. Ah, il y a eu la fête du village. Monsieur Aimable a fait ses missions d'estrade et a dansé. Alors il y avait des vieux, très vieux, puis il y avait des très petits. Et puis nous, le second âge, le 3e âge, et puis il y avait les jeunes. Non, mais lorsque les haut-parleurs étaient au platane,
Je suis arrivé à cet instant, les haut-parleurs ont tous tombé. D'un seul coup, clac, par terre. Encore un gag. Il y avait Paul Prébois qui gonflait des ballons. Et alors il tapait des mains et on jetait des pots de bananes par terre pour que ça glisse. J'ai d'abord enfilé les bananes, parce que j'aime les bananes. Et je mettais les pots sur le... Oh non, la casquette, il faisait comme ça, il avait été camarade. Des oriflammes de partout, des caméras d'ici, des projecteurs de notre. C'était l'ambiance folle. Tout était rigolo. De l'ensemble, tout était rigolo. Tantôt il a mis comme ça, tantôt comme ça. Je ne suis pas un acteur. Je suis là pour rigoler. Moi. Ah, il y en a d'autres qui voulaient jouer. Mais ils n'ont pas été capables. On a choisi les meilleurs acteurs. Voilà, les vedettes. Ah oui, surtout, on en a ramassé 3 ou 4. Alors depuis, vous êtes la vedette à Graveson. Alors nous, on est la vedette. Non, on n'est pas les champions, non. On est des amateurs, mais on rigole. C'est histoire de rire, hein. Mais le lendemain, on était fatigués, tout le jour joué au boule. On n'en pouvait plus le lendemain. Par moment, il fallait pleurer, on ne pouvait pas. Ah, non, C'était on pouvait pas. difficile, les larmes. Mais un jour, nous avons ri pour du bon, alors. Ah oui, là, alors un jour... C'était piloté là-dedans. Alors on était en rire, la séquence. Gérard a tombé les pas. Il trouvait que le public riait pas assez, il n'a trouvé rien de mieux, Gérard, que de se décolleter. Nous avons vu ses fesses, c'est vraiment rigolo. Je ne sais pas si on voit, il paraît comme on voyait en gros plan. Et on est venu me chercher pour tourner devant l'épicerie pour servir Martine Kelly. Alors elle me demandait qu'est-ce que je voulais comme légumes. J'ai dit des poireaux, des carottes, de tout. Alors à ce moment-là, son père il sort, c'était Paul Prébois. Il a dit, allez ma fille, rentre dans la cuisine, regarde qu'est-ce que vous dans la marmite. À ce moment-là, on a rigolé, il s'est levé le pantalon pour faire le comique. Et là, on a coupé. Et on a retourné encore le film, 2 ou 3 fois. On a rigolé, c'est bien amusé. On a été toujours d'accord. Une tranche Bien épaisse. bien épaisse, comme pour moi. Voilà, les enfants, ça suffit comme ça, les drapeaux. Les charlots, ah, ils sont bien. C'est comique, hein? Ils sont comiques. Alors, ils sont sympathiques, ils sont très bien. Des garçons intelligents d'abord, et très bien. Très bien, nous les adorons. C'était vraiment Gravesonnais 100%. Ah oui. Ils sont comme nous, au fond, hein. Des gens très sympas, hein. Ah oui, ils nous ont refait les façades, des volets, vraiment, vous savez, c'est dans 2 ans, s'ils revenaient, ils nous feraient encore plaisir. Le matin, là, tout ça arrivait, là, ça faisait un mouvement. Maintenant, c'est bien calme. Le lendemain, là, quand tout le monde a été parti, quand je suis venu à la mairie, là, vers les 11h30, comme d'habitude, les gens me disaient, mais quand est-ce qu'ils reviennent? Ça nous manque. On n'a plus l'animation qu'on avait, parce qu'il faut dire, c'était l'animation de la foire, c'était la vraie foire tous les jours. Ah, ça oui, fait du vide, ça fait hein, du vide. ça C'est creux maintenant. C'est vraiment creux, hein. Donne-moi la pierre. Allez, donne-la la pierre. Je la donne la pierre. Hein. Tu me la donnes la pierre. Prête-la-moi. Prête-moi la pierre, imbécile. Allons, je te la rendrai. Je te la rendrai. Donne. Georges Brassens a fait une surprise à la Bretagne, très inattendue puisque sétois de naissance et de cœur, il a décidé de s'installer dans un petit village des Côtes du Nord au bord de la mer, Les Ardrieux. C'est là qu'il prépare sa prochaine rentrée à Paris le 10 octobre sur la scène de Bobino après 2 ans d'absence. Il y a combien de temps que vous avez cette maison ici à Les Ardrieux? 3 ans. Mais je suis venu en Bretagne depuis une quinzaine d'années. J'ai cherché une maison au bord de l'eau. Je viens aussi l'hiver, oui, je préfère l'hiver. Parce que je vis mieux avec les gens du pays l'hiver. Quel est votre emploi du temps quand vous êtes ici? Pour le moment, mon emploi du temps, ce sont les chansons. Sinon, je fais semblant de bricoler dans le jardin, je fais semblant de m'intéresser aux fleurs. Mais pas vraiment? Pas passionnément, non.
Non, je ne sais pas, je ne suis pas très doué pour ça, pour faire pousser les choses. Quand je vais chez la fleuriste, je n'achète que des lilas. Quand je vais chez la fleuriste, je n'achète que des lilas. Quand je fais mes chansons, je suis indisponible pour tout le reste. Et quand je fais tout le reste, je suis indisponible pour les chansons aussi. Enfin, je ne peux pas faire 36 choses à la fois. Et cette année, j'ai mon tour à préparer, je m'y étais déjà... Mais j'avais pris mon élan quand même depuis 2-3 ans. J'avais écrit pas mal de paroles, mais c'est la mise au point qui est longue et qui est difficile. Et les musiques, en général, je suis quand même un peu toujours assez négligent, assez désinvolte. Et il faut vraiment que je sois forcé d'écrire mes musiques pour le faire. Et là, je suis forcé par le temps. Vous savez, la chanson pour moi a toujours été une passion depuis l'enfance. Je m'intéresse à la chanson. C'est devenu un métier par la suite. C'est dommage d'ailleurs, mais enfin... Êtes-vous très méthodique quand vous préparez précisément vos chansons? Non, non, pas tellement. En général, je fais d'abord les paroles et après la musique. Mais enfin, il m'arrive de temps en temps de... Non, je ne suis pas méthodique du tout. J'attaque une chanson et si je sèche dessus, j'en attaque une autre. Mais pas les chansons et les paroles en même temps? Parfois cela arrive, mais pas toujours. Ça arrivait au début. Maintenant, comme je compose la musique assez spontanément, vous voyez, au début, elle me venait naturellement sur mes paroles. Maintenant, il faut quand même que j'aille un peu la chercher où elle est. Dieu seul le sait où elle est d'ailleurs. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent je vais me mettre au travail à telle heure ou alors c'est à n'importe quel moment de la journée? Oui, de la nuit? je me le dis, mais ce n'est pas du tout efficace. Je me le dis, j'essaie de m'astreindre un peu à... Je me force un peu, mais ça ne sert à rien. Vous êtes un lève-tôt? Très tôt, oui, 4-5 heures, quand je ne chante pas, bien sûr. Mais j'aime me promener le matin, j'ai toujours aimé ça. Dès l'enfance, je me levais tôt. J'aime bien la lumière du matin, c'est ma lumière préférée. Vous préférez travailler seul? En fait, vous savez, comme je fais mes paroles, ma musique, que je chante et que je m'accompagne, il m'est difficile de travailler autrement. Vous accordez plus d'importance aux paroles ou à la chanson? Non, les deux ont à peu près une égale importance. Il semble que les paroles prédominent. Chez moi, c'est vrai. Néanmoins, si je chantais Le Gorille, dont on a dit qu'elle était facile comme musique, si je chantais par exemple « C'est à travers de l'argérie que les femelles du canton contemplaient », ça serait pas pareil. Alors là, on s'apercevrait que la musique a quand même une petite importance. Je m'arrange pour qu'on ait l'impression que la musique n'existe pas. Je fais un peu comme si sur une scène de film, vous voyez, comme quand on ajoute une musique sur une scène, sur une séquence au cinéma. Il faut que le public l'entende, cette musique, mais qu'il ne soit pas trop tenté de l'écouter. Il faut qu'il la subisse. Et je fais en sorte que ma musique souligne un peu mes paroles, mais sans prendre le pas sur elles. Est-ce qu'il vous est arrivé de commencer des chansons sans les terminer? Sans avoir pu les terminer? Oui, depuis toujours. Toujours comme ça derrière moi, une vingtaine de chansons qui verront peut-être le jour que je n'arrive pas à finir. Je n'ai pas réussi. Et en ce moment, vous en avez une préférée parmi les nouvelles? Non, ça je ne préfère jamais, je les aime toutes. Et puis après, selon les goûts du public, je m'aligne un peu sur le public, je ne peux pas faire autrement. Mais parfois, il m'arrive aussi d'aimer passionnément une chanson que le public ne reçoit pas, n'a pas l'air de l'accepter trop. Et ça vous touche à ce moment-là? Oh non, c'est pas très grave, j'en ai d'autres. Je suis de la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. La mort fauche à les autres, braves gens, et me fit grâce à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. On dit souvent que Georges Brassens n'a peut-être pas le caractère facile. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, bien sûr que non. Non, c'est de l'histoire. C'est une légende, ça, oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous aimez surtout qu'on vous laisse tranquille? Pas tellement, non. Je n'aime pas, je ne recherche pas les emmerdeurs, mais enfin, je les fuis pas tellement, non. Et puis, je vous dis, tout ça, c'est une légende. Je crois que je suis le meilleur caractère de la chanson. Seulement, un beau jour, quelqu'un l'a écrit. Peut-être suis-je un peu gêné devant les caméras, un peu pas trop à mon aise en scène. Alors, tout cela concourt à créer cette image de l'ours qui est absolument fausse. Tous ceux qui m'ont approché le savent.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Je vous le disais tout à l'heure, le comité directeur de l'Olympique Marseille a déposé une plainte à propos de la gestion de l'ancien président, M. Leclerc. Vous avez pu entendre tout à l'heure un témoignage de M. Leclerc que nous transmettaient nos camarades de Marseille. Il justifiait donc sa gestion au sein de l'OM. Voici maintenant la réponse de M. Gallian, le nouveau président. C'est avec une stupeur indignée que j'ai pris connaissance des termes du communiqué de M. Leclerc. Dans cette affaire, il s'agit bien de détournement de fonds. Cependant, a-t-il ajouté, nous attendrons avec sérénité que justice se fasse, puisque M. Leclerc n'a pu justifier de l'argent qui manque dans la comptabilité du club. Voilà, je pense que nous pourrons revenir plus largement ce soir à 19h45 sur cette affaire avec les opinions des deux côtés. Donc à ce soir, nous vous souhaitons une bonne après-midi.